Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de piste. Comme vous le savez, la communication est un domaine qui évolue sans cesse. La fonction, les pratiques, les attentes de l'audience et les outils changent constamment. Pour parler de ces nouveaux défis de la com, nous accueillons aujourd'hui Olivier Simelière, qui est l'auteur de l'ouvrage « Entreprise et si vous arrêtiez le coup de com », paru aux éditions Erol. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Tu vas bien? Ça va? Super, merci de venir nous joindre pour ce nouveau numéro de piste. Avec plaisir. Donc, tu es ancien journaliste, ex-communicant corporate et aussi fondateur de ton propre cabinet de conseil en stratégie de communication. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous évoquer ton parcours? Oui, j'ai commencé comme journaliste en presse quotidienne régionale à la République du Centre, à Orléans, d'où je suis originaire. J'ai d'abord commencé par la pratique, j'ai fait une école après, le CELSA. Et puis en sortie d'école, j'ai travaillé en radio locale, réseau, à l'époque ça s'appelait Radio France locale, France Bleu, puis RMC. Et c'est après, assez rapidement et un peu par hasard, qu'en revenant sur Paris, je suis passé dans la communication corporate. D'abord dans la pharmacie chez Boehringer Ingelheim, et puis ensuite j'ai exercé des directions de com chez Nestlé Waters, chez Ericsson France, Google France, Ipsos. Ensuite j'ai monté mon cabinet de conseil pour avoir. Qui s'appelle Heuristique Conseil. Super. Et alors donc tu viens de sortir un livre qui interpelle les entreprises et communicants. Juste en un mot, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Alors au départ, moi j'étais pas parti pour écrire à nouveau un livre, j'en avais déjà fait 2 il y a 10 ans. Et puis en fait, 2 personnes m'ont vraiment poussé en disant que ça serait intéressant que je reprenne la parole. Mon préfacier, Thierry Lébert, qu'on ne présente plus, qui est un grand monsieur de la communication de crise notamment. Et puis une amie qui est communicante aussi, Catherine Dedieu, qui m'ont vraiment incité. Et au bout d'un moment, en fait l'été dernier, j'ai profité d'un petit break où il y avait pas trop de demandes côté client. Et voilà, j'ai trouvé le plan et je me suis dit effectivement, il y a quand même des choses à dire parce que je trouve qu'aujourd'hui la com a tendance vraiment à s'aseptiser et à devenir assez inintéressante. Alors voici le livre, hein, on le présentera tout à l'heure, mais s'il fallait résumer le message que tu voulais transmettre à travers ce livre, en une phrase, ça serait quoi? Ça reprendrait le titre, qu'on sorte du coup de com', c'est-à-dire du coup d'éclat permanent, à toujours vouloir exister, à toujours vouloir être plus visible que le concurrent, que l'autre, etc. Et prendre parfois un peu de la hauteur, savoir aussi se ménager des temps morts où on ne prend pas la parole et vraiment s'ouvrir aux autres, prendre la parole lorsqu'on a vraiment un message à délivrer. Mais sortir du flux continu qui nous fait pédaler en permanence pour être là sans être là finalement. Et je le conseille, il y a quand même énormément de bonnes choses dans ce livre-là. Merci, c'est très clair. Et pour avancer, selon toi, quels seraient les écueils dans lesquels les entreprises tombent le plus souvent en termes de com en 2024? Il y en a 2. Alors il y a celui du coup de com', effectivement, c'est-à-dire je veux exister à tout prix. Et ça a été particulièrement prégnant durant le Covid et le confinement, où là, tout le monde voulait trouver sa place médiatique parce que l'actualité était saturée évidemment par la crise sanitaire et toutes les entreprises s'évertuaient à trouver des biais pour pouvoir faire parler d'elles à travers la crise qui sévissait. C'est too much, quoi. C'était un peu too much. Et puis après, le deuxième, c'est souvent de se mettre aux abonnés absents ou d'être très tard à prendre la parole lorsqu'il y a une situation de crise, par exemple. Heureusement pas tous, mais beaucoup esquivent ou cherchent à faire le minimum du minimum. Or, c'est dans ces circonstances, généralement, qu'il faut montrer qu'on est présent. D'accord. Et alors, quelles contributions les communicants peuvent-ils apporter pour remédier à ça? Idéalement, c'est de se mettre en posture de conseil, consultant interne, qui vient appuyer le comité de direction. C'est souvent pas facile parce que c'est une posture qui n'est pas forcément très bien admise. Ça suppose parfois de dire des choses et parfois des choses désagréables ou en tout cas qui font un peu grincer des dents, mais pour peu qu'on apporte les solutions, parce qu'il ne s'agit pas de se transformer en empêcheur de tourner en rond, ça n'a pas de sens, mais vraiment de signaler un peu les points faibles. Ça aiderait justement à avoir des communications beaucoup plus robustes et beaucoup plus profondes. Malheureusement, on attend souvent le communicant pour faire un outil,
pour répondre à une problématique. Donc c'est un site, une brochure, une convention, ce qu'on veut. Bon, les outils en soi sont utiles, mais si on n'a pas de fond derrière et de réel fil stratégique, ça tombe malheureusement un peu à plat. Est-ce que tu auras un exemple concret en tête par rapport à ça? Non, d'abord parce que j'ai pas envie de citer plutôt l'un que l'autre. Je sais la difficulté de faire ça, j'ai été dire comme moi-même, donc il y a un moment, on n'a plus le choix, on fait et puis on délivre, voilà, c'est aussi notre fonction. Mais donc, il y a quand même un vrai rôle du communicant qu'il faut affirmer, quoi. Ben voilà, mais c'est vraiment compliqué parce qu'on est dans des environnements où la voix du communicant n'a pas forcément voix au chapitre, justement. Ok. Chez Combova, on est spécialisé dans la com vidéo, majoritairement de la communication vidéo de type corporate, com interne. Ça inclut aussi des grands événements, que ce soit physiques ou live, hybrides, diffusés dans le monde entier, donc très souvent très multiculturels. Selon toi, quels éléments les entreprises de type multinational qui font ce genre d'événements doivent-elles prendre en compte pour réussir ce type de prise de parole, donc dans un cadre multiculturel? Alors, j'en ai fait justement du multiculturel, particulièrement chez Nestlé Waters, où l'entreprise était présente sur tous les continents. Et alors à l'époque, on ne faisait pas trop encore les sessions vidéo, mais même quand c'était des conventions physiques qui se tenaient en un seul lieu, on faisait venir tout le monde. Et il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. D'abord justement l'aspect multiculturel, ça a l'air d'être une lapalissade quand je dis ça, mais parfois les entreprises oublient qu'elles travaillent avec des gens qui ont des cultures, des sensibilités, voire des religions différentes, qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être formulées de la même manière que ce qu'on dirait à une personne qui est de culture occidentale, par exemple. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est vraiment très compliqué à faire, parce qu'en même temps, l'entreprise essaie de délivrer son message, de mobiliser tout le monde autour de l'entreprise, ses produits, ses services. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu en veillant à ne froisser personne. Ça, c'est la première chose. Mais c'est très compliqué. Et alors, on le voit aujourd'hui à l'aune de deux conflits qui sévissent, l'Ukraine et la Russie, et puis le Hamas et Israël. On voit que dans les entreprises même, il y a des tensions. Il y a des PDG qui ont même fait des mots en interne en disant qu'on ne prenait pas parti pour un camp ou pour l'autre, mais qu'on veillait en revanche à respecter tout le monde et à essayer de défendre au moins ce qui reste d'humanité. Et je crois que c'est le plus important, mais c'est très compliqué. En termes de communication, ça c'est sûr. Super, merci Olivier pour tous ces insights et je te propose tout de suite de passer à la partie conseils pratiques. Donc Olivier, le métier de com évolue en effet, on vient d'en parler, et dans ton livre, j'ai beaucoup aimé le passage qui dit que communicant et marketeur, demain vous aurez le choix entre être architecte ou décorateur. Quels conseils tu donnerais donc à ces communicants et marketeurs d'aujourd'hui et de demain? Alors d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Cette phrase de architecte et décorateur, je l'ai emprunté à Christophe Lachenit, qui est également un grand communicant, consultant et auteur du blog Superception, et qui avait fait un billet sur cette thématique-là, que j'ai trouvé très intéressante, parce qu'elle montre bien que, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, le communicant est souvent sollicité pour le côté boîte à outils, c'est-à-dire décorateur, en gros, je repeins les murs, je remets de la couleur. Et le côté architecte, c'est plus dans le côté vision, où est-ce qu'on veut se projeter, quels obstacles on doit intégrer, quelles opportunités on doit saisir. Et malheureusement, on est encore très souvent dans cette notion de décoration, ce qui fait que d'ailleurs certains nous perçoivent comme des manipulateurs, alors qu'on devrait vraiment être des architectes, des stratèges, qui saisissent les opportunités pour valoriser l'entreprise avec des éléments concrets si possible, et puis aborder les problèmes, les déminer, les régler, écouter les parties prenantes. Et ça, cette dimension, je pense, elle est compliquée à affirmer, mais elle est pour moi essentielle. Je crois que c'est le fond de ton propos en fait, tout simplement, quoi. Super, j'ai aussi retenu l'idée du walk the talk, de la parole aux actes, c'est-à-dire porter au plus haut niveau de l'entreprise, donc par le boss, il faut montrer l'exemple. Quelles recommandations tu donnerais aux grands patrons pour une communication plus vraie? Déjà être aligné avec les paroles qu'ils partagent en interne et en externe. Ça a l'air là aussi très évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis veiller aussi à ce que l'organisation soit alignée avec le discours du patron.
On a encore des cas où des patrons, par exemple, parlent de management bienveillant, etc., du bien-être des salariés, et où continuent de sévir des cas de maltraitance, de harcèlement moral, voire sexuel, dans la même organisation. Et fatalement, ça crée des hiatus qui sont d'ailleurs préjudiciables et à l'image du patron et la réputation de l'entreprise. Et du service de communication au passage, quoi. Au passage aussi. On termine avec un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle. Quels conseils tu donnerais aux entreprises et aux communicants par rapport à l'IA? Alors d'abord, pas se mettre en mode panique, on va être remplacé, sauf si on a envie de se faire peur, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, de tester, tout simplement, voilà, de bricoler, d'y aller sans préjugés et de voir déjà ce que ça peut permettre de produire et d'aider. Et de considérer l'IA comme un super assistant qui nous fait gagner du temps sur plein de choses qui sont parfois pas très intéressantes ou pas à forte valeur ajoutée. Par exemple, des communiqués de presse très génériques à la structure quasi semblable, seuls les chiffres et quelques formules changent. Ça, l'IA peut vraiment nous faire gagner un temps fou. Et puis, éventuellement, pour trouver quelques idées, si on sèche sur un thème ou sur un autre. Mais c'est une ressource. C'est une ressource supplémentaire, ça élargit les champs, mais tout comme Internet et les réseaux sociaux ont élargi les champs il y a 20-25 ans. Et l'IA, ça sera la même chose. Eh ben écoute, merci beaucoup Olivier pour cet échange très enrichissant. Je t'en prie, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. J'espère que ces pistes que nous avons évoquées avec Olivier vous serviront pour vos projets en cours ou à venir. Bien sûr, nous mettrons le lien pour le livre d'Olivier dans le premier commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.